Donc, premier objectif, c'est de concevoir le concept du perso euh, qui va être produit plus tard au cours de Cara Design. Et donc, dans NetJV Prof Mellar 2016-2017 Concept Art Ressources, vous pouvez prendre le fichier Photoshop avec les proportions du personnage. Alors, je vous donne ça comme référence, mais vous pouvez utiliser ça aussi comme guide pour faire vos dessins. Par-dessus, j'expliquerai ça plus en détail par après. Donc, pour vous parler un petit peu des objectifs du cours de Cara Design en Q1, c'est la production d'un personnage dont je vous donne les proportions, le rig, le squelette et le fichier, le projet Unity avec le personnage animé. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner, je pense pas que vous puissiez lancer Unity sur votre machine, donc regardez 2 secondes la petite démo. Donc je vous donne un projet. J'ouvre la scène d'intégration et quand je joue avec le personnage, eh bien, c'est une poupée qui court, qui saute, qui jette quelque chose et qui reçoit des coups. D'accord? Donc ça, c'est une petite scène prototype. Vous, votre job, ça va être, bonjour, de remplacer la ressource par votre propre ressource. Et en fin de compte, je vais vous montrer le personnage démo de l'année passée. Et en fin de compte, vous remplacez la ressource par votre propre modèle. Et donc, vous avez votre propre personnage qui fait exactement les mêmes animes, les mêmes mouvements, mais ce sera votre personnage à vous. D'accord? Évidemment, comme je vous explique, les proportions sont figées, puisque je vous donne le squelette, et que le squelette, on ne peut pas y toucher. Donc ça, c'est une des contraintes, c'est de ne pas... Pas de souci. C'est de ne pas pouvoir toucher le squelette. Alors, le brief que je vais vous envoyer par email, la première version, donc, c'est le thème, c'est médiéval au sens large. D'accord? Ça veut dire que ça peut être un personnage médiéval, si vous voulez, un chevalier, etc. Mais ça peut être aussi un gladiateur qui n'est pas vraiment médiéval. Ça peut être un personnage un peu heroic fantasy, donc vous pouvez faire magicien, etc. Oui. Un peu orienté manga? Samouraï, oui, oui, très bien. Oui, oui, oui. Steampunk, c'est bon aussi. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du thème. C'est un personnage qui va rentrer en fin d'année aussi dans votre TFA Unity. Et il vous sera demandé par le prof de Unity d'intégrer un personnage. D'accord? Moi, je ne coterai pas une deuxième fois en Q2. Donc, moi, je ne coterai que votre intégration du personnage en Q1. En Q2, il y aura un autre personnage à faire qui ira dans une reel. Et ça, on en parlera plus tard. Alors, le style du premier personnage, semi-réaliste, caricatural. Ok? Référence, Darksider 2, Overwatch, Wildstar. Travail de la silhouette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travail de la silhouette. Et donc avoir des basses fréquences riches.
Donc des formes de contours, la silhouette qui est rythmée et intéressante. Et au niveau des détails, je vous demande de vous arrêter aux moyennes fréquences. Qu'est-ce que c'est que des moyennes fréquences? Ben, je vais vous montrer ça sur Darksiders 2. Si je prends les ZBrush modèles avec des grandes images. Donc qu'est-ce qu'on voit pour ce genre de personnage? Eh bien, on voit par exemple que la silhouette est fortement dessinée et rythmée par tous les éléments qui sont posés. Quand l'artiste a mis sa ceinture ou la protection de la ceinture ici, eh bien on voit que la protection est bien marquée dans la silhouette et les bordures de la protection sont aussi bien marquées dans la silhouette. Donc ça c'est au niveau des basses fréquences, des formes de base. Maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que les détails sont aussi stylisés. C'est-à-dire qu'au niveau des griffes, sur le haut de la protection, il y a 1, 2, 3 griffes fortement marquées. D'accord? Donc c'est ça les moyennes fréquences que je vous demande. Sur la peau, on voit qu'il y a les groupes de muscles et des sous-groupes de muscles, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de micro-rides, il n'y a pas de pores de la peau, il n'y a pas d'imperfection, de boutons, etc. Donc tout ce qui est haute fréquence et détails vraiment très denses, il n'y a pas non plus. D'accord? Donc je vous demande de vous arrêter aux moyennes fréquences et de les styliser. Ok, ça c'est une bonne référence en termes d'objectifs. Ça va, des questions par rapport à ça? Wildstar c'est un peu la même chose. Pas en termes d'univers, mais en termes de silhouette des personnages. Donc par exemple on peut prendre ici ces personnages-ci. On voit qu'au niveau de la silhouette, il y a énormément de travail et de rythme, et qu'à l'intérieur, on a des détails de moyenne fréquence, mais on n'a pas de trame de tissu, on n'a pas de densité de haute fréquence. Même ici, on voit qu'il n'y a pas de grain de peau, on voit juste des teintes de couleurs, etc. On voit des plis principaux, mais pas de micro-plis et de petites ridules. Pourtant, ça, c'est des images du trailer, je pense. D'accord? Donc c'est vers ce genre de graphisme caricatural très rythmé, très expressif qu'on va aller. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour montrer qu'on peut contrôler sa sculpture et contrôler ses formes. Parce que quand on travaille avec des très hautes fréquences, on peut parfois masquer le manque de structure qu'il y a en dessous en faisant du blob, en faisant des rides un peu partout. Tandis qu'ici, justement, les objectifs de Q1, c'est de montrer que vous savez contrôler votre sculpture et maîtriser ce que vous faites. Et donc avoir des formes tendues et précises, et pouvoir faire ce genre de forme, ça va vous aider à bien pouvoir utiliser ZBrush par après, aussi pour pouvoir faire des choses plus compliquées, comme le personnage qu'on verra en Q2, où là vous pourrez aller plus loin dans le réalisme et les matières et les détails. Ça va? Donc, Overwatch, pareil, hein, vous pourrez aller voir, vous connaissez de toute façon. Donc le rig est imposé, je vous donne les proportions, donc le squelette est fourni, et ne pourrait être ni modifié dans ses proportions, ni dans le nombre d'os. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas bouger la largeur des épaules du squelette, on ne peut pas bouger la largeur des hanches, ni la longueur des bras, etc. Vous devez rester dans ces proportions-là, et on ne peut pas ajouter d'os en plus. Donc si vous voulez lui faire une queue, ça va être difficile de l'animer. Si vous voulez lui faire une cape, ça va être très difficile. Donc il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir animer correctement. Par contre, autour du squelette que je vous donne, vous pouvez faire la taille des sections des membres
à votre guise. Donc vous voulez faire un maigrichon, vous faites un maigrichon. C'est pas parce que je vous donne la silhouette de quelqu'un d'assez athlétique que le personnage que vous devez faire doit être quelqu'un d'assez athlétique. Vous pouvez faire quelqu'un de filiforme, quelqu'un d'obèse, quelqu'un de musclé, quelqu'un voilà, avec des épaules musclées, des avant-bras musclés et puis des petits biceps. C'est vous qui choisissez le type de d'habillage que vous faites autour du squelette. Il y a quelques éléments qui sont imposés, que ce soit un humanoïde. Par humanoïde, j'entends pas un homme avec une tête de cochon, d'accord? Par contre, ça peut être un elfe, ça peut être un vampire, ça peut être un homme légèrement, enfin un peu loup-garou, un peu déformé, mais pas une tête d'animal sur un corps d'homme. Et je vous demande de réaliser la tête, c'est-à-dire que même si dans votre concept plus tard vous voulez lui mettre un casque, je vous demande de quand même faire la tête en dessous pour que je puisse voir, évaluer cet aspect-là des choses. Alors des vêtements, des parties en tissu, des cheveux ou une petite zone poilue et une ceinture. Une ceinture, ça peut être un baudrier, ça peut être une ceinture de la taille, ça peut être des ceintures autour des biceps, autour des jambes pour tenir, des poches, tout ce que vous voulez. Mais on va voir des outils pour faire ce genre de choses. Et les features déconseillées, c'est quoi? C'est tout ce qui est cape, robe longue, des poils partout. Donc je vous demande de faire une zone poilue de type barbe, cheveux, etc. Mais si vous me faites un ours, ça va être compliqué pour vous parce que vous allez devoir sculpter tous les poils et passer 3 mois de Q1 à faire des poils, ce qui n'est pas un objectif intéressant. Et alors je vous déconseille de faire les queues justement parce qu'au niveau du rig ça ne passera pas. Comme les capes et les robes longues, comme il n'y a pas d'os pour les faire bouger en plus, ça va être compliqué. Alors vous pouvez le faire dans... Donc je vous demande de me rendre deux choses. Le personnage animé, donc dans Unity, ce que je vous ai montré, le mannequin remplacé, et aussi le script. C'est un site où vous allez pouvoir mettre vos modèles en ligne et ça va me permettre de pouvoir voir vos modèles, tourner autour, voir les différentes maps, etc. Et dans Sketchfab, si vous voulez lui rajouter une cape, etc., comme c'est une pose figée, vous pouvez même faire une pose dynamique, eh bien, ce sera à vous de gérer si vous voulez rajouter des choses ici. Donc vous pourrez avoir une version light animée et une version plus complexe avec, je sais pas moi, des épaulettes d'armure plus complexes ou que sais-je. D'accord? Donc Sketchfab, ça permet de zoomer, de voir si tout se passe bien au niveau de la normal map, de voir si au niveau des différents settings, enfin voilà. Un dernier conseil, trouver une fonction ou un métier à votre personnage, ça va vous aider à l'accessoriser et à trouver des idées pour le rendre, l'ancrer dans un univers, etc. Et attention de ne pas vouloir en faire trop. Donc, si vous lui faites 3 haches dans le dos différentes avec un bouclier, je sais pas moi, un casque avec des cornes et des gravures sur les cornes, vous allez vous mettre le niveau de complexité tellement haut que vous allez avoir du mal à tout faire et peut-être que vous allez être déçu, etc. Donc faites un truc quand même au niveau du concept qui est faisable et réaliste. Là on a une trentaine d'heures de cours pour produire ça. Même plutôt 20-25 heures, puisque la première partie, il y a le potiron, etc. pour explorer la filière. Donc voilà, essayez quand même de rester réaliste. Maintenant, chaque année, il y en a qui veulent me faire des personnages avec des ailes de chauve-souris dans le dos et avec des longs cheveux jusqu'aux pieds, une cape sur une grande robe et 3 épées. Mais ça, vous êtes prévenus. En fait, ok. Donc on va commencer. Donc ceci, vous le gardez sur le côté. C'est une référence. Et on va travailler dans Photoshop avec un document. Donc je fais ici, vous double-cliquez sur le... Donc vous faites un CTRL-N pour faire un nouveau document. Et vous faites un document de 1000 pixels par 1000 pixels. Attention de ne pas laisser en centimètres. Parce qu'avec une résolution de 118, vous allez arriver à une image de 118 000 pixels par 118 000 pixels et ça risque de faire ramer votre PC. Donc faites bien 1000 pixels par 1000 pixels.
Pourquoi? Pour se forcer à avoir peu de résolution, pour ne pas commencer à travailler en détail, mais plutôt à travailler sur les formes générales et les masses. On travaillera le détail au fur et à mesure, on le rajoutera par après. Alors si vous prenez la brush, pour avoir une brush qui ressemble à un crayon à dessin, eh bien, au niveau de la taille, vous mettez 5, 4, 5 ou 6 pixels, 5. Au niveau du type de brush que vous allez sélectionner, prenez la 6e en partant du dessus, celle où les bords sont durs sur la longueur et floutés sur la largeur. D'accord, donc celle-ci. Au niveau de l'opacité et du flow, vous pouvez activer la gestion de la pression. D'accord, donc ce sont les deux icônes ici avec les petits ronds. Et vous prenez de la couleur noire. Alors vous laissez le background blanc, vous créez un nouveau layer et vous pouvez vérifier que vous sketchez bien. Et en fait, ce genre de paramètres, ben, ça permet de retrouver un peu la sensation du crayon. Vous avez vu que j'avais mon image en plein écran. Pour ça, c'est F. F permet de cycler du mode fenêtré au mode plein écran et au mode expert où il n'y a même plus d'outils. D'accord? Donc là, vous cliquez sur F plusieurs fois successivement pour cycler dans ces modes-là. Alors le pan, c'est avec espace. Pour zoomer, vous avez espace et contrôle vers le haut ou vers le bas. Si vous voulez le faire avec des clics, contrôle et espace font un zoom positif. Contrôle et alt font un zoom négatif. Et vous avez aussi le contrôle moins et le contrôle plus au numpad qui permettent de zoomer assez facilement. D'accord, donc vous avez plusieurs moyens de naviguer dans votre... Donc la première étape, c'est de sketcher la silhouette. Alors vous pouvez évidemment retracer par-dessus votre dessin de référence. Donc ça veut dire que vous pourriez éventuellement venir avec la silhouette de base, venir ici avec un calque au-dessus, par exemple en blanc, et baisser l'opacité du calque blanc. Et puis au-dessus avec un calque noir, vous pouvez vous amuser à détourer la silhouette. Évidemment, moi j'ai perdu les paramètres de Photoshop. Donc ça c'est une première manière de faire. Je suis désolé, mais mes paramètres sont un peu pourris. D'accord, donc ça c'est une solution. L'autre solution, et celle que je vous conseille si vous avez envie de travailler un petit peu votre dessin et vos connaissances, eh bien vous allez redessiner le personnage. Et là, concentrez-vous sur une moitié du personnage. Donc avec Shift, vous pouvez contraindre le pinceau sur un axe pour faire des lignes droites. Et donc là, on va sketcher le personnage en vue de face.
Donc ça veut dire que si c'est pas exactement la silhouette du modèle de base, c'est pas grave puisque c'est du concept et qu'on va essayer de s'en rapprocher, mais on va pas essayer non plus de faire du dessin technique, hein. Et de toute façon, c'est en travaillant le modèle qu'on va vraiment faire en sorte que ça corresponde parfaitement aux proportions imposées. Ok. Et quand vous avez fini de faire la moitié du personnage, regardez bien, on va prendre un rectangle. Avec CTRL R, on va afficher les repères et placer un repère sur la ligne médiane du personnage. Avec la sélection rectangulaire, on vient se snapper au repère et supprimer ce qui est du côté, qu'on n'a pas fait. Avec Alt, on duplique le layer, et puis le layer du dessus, on en fait une transformation, donc Edit, Transform, Flip horizontal. Et là, on vient placer le layer qu'on a copié de l'autre côté de la ligne. Et avec CTRL H, on peut enlever le repère. Et là, donc, on a la silhouette du personnage qui est complète. On peut faire un clic droit et faire un merge down pour avoir la silhouette sur un seul layer. Et là, on peut encore rectifier 2-3 détails. Ici, par rapport à la référence, la tête peut être un peu plus grosse, bien que la tête, en fait, c'est un os. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une tête plus petite, plus grosse, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, ce sera à vous de gérer la taille de la tête dès le stade du concept. Alors, une dernière chose, avant que je ne passe un peu près de vous pour voir si tout va bien, on va créer des actions qui vont nous faciliter la vie. Bon là, j'ai déjà fait une fois le cours ici, donc le set est déjà créé. Là, je vais supprimer le set. Supprimer le set. Créer un nouveau set, c'est le fx set. Je vais, avec CTRL H, afficher à nouveau les règles, supprimer la moitié. Et donc ici, je veux un script, une action qui fasse le flip du layer automatiquement. Donc je duplique le layer. Et là, je déplace un peu le modèle pour qu'on voit bien la différence. Et enfin le modèle, le layer. Et celui-là, je veux le flipper horizontalement. Donc je vais créer une nouvelle action. Cliquez sur Record et vous voyez qu'ici le bouton rouge est allumé. C'est-à-dire que le mode Record est actif. Pendant le mode Record, je peux faire n'importe quelle transformation sur mon image. Donc ici, je vais dans Edit, Transform, Flip horizontal. Et une fois que c'est fait, je clique sur Stop. Important de cliquer sur Stop, sinon il enregistre tout ce que vous faites. Maintenant, mon action est ici. Je peux double-cliquer à côté du nom de l'action, lui donner un nom, Flip, Layer, Horizontal, et surtout assigner une touche. Donc pour moi, c'est CTRL F12. Donc on peut assigner toutes les touches de F2 à F12, soit sans touche supplémentaire, soit avec Shift, soit avec CTRL, soit avec Shift et CTRL. Donc moi ici c'est CTRL F12. Ce qui fait que maintenant, pour flipper un calque, je fais CTRL F12 et l'action est enregistrée. Donc une fois que vous avez votre set d'actions ici, avec les actions que vous voulez dedans, avec les paramètres que vous voulez, vous pouvez toujours faire un
Save Actions, et vous pouvez faire un Load Actions chez vous ou sur n'importe quel PC, et vous aurez toujours vos actions à vous avec vous. Donc pour les premières idées que vous allez sketcher, je vous demande de ne pas aller sur Internet. Vous irez sur Internet une fois que vous avez trouvé votre propre sujet de travail. Alors ici, je vais faire un merge down. Et ça, c'est ma base. La base, c'est la silhouette de base. D'accord? Maintenant, j'aimerais bien travailler par-dessus la silhouette de base. Donc je vais créer un nouveau layer où je vais appeler ça sketch par exemple. Et sur le sketch, ben, j'aimerais bien commencer à travailler avec... Salut. Avec des formes qui me plaisent et trouver... Bon, il y a des petits problèmes de pilote. Alors pour retourner en arrière, c'est CTRL ALT Z. CTRL Z, c'est pour retourner en arrière une fois et revenir en avant. Tandis que CTRL ALT Z, vous voyagez en sens inverse dans l'historique. Alors le problème, c'est qu'à partir d'un moment, je ne vois plus ce qui fait partie de ma silhouette de base et ce qui fait partie de mon personnage. Donc, on va transformer le dessin de base en croquis bleu. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va rajouter un layer de contrôle. Donc, les layers de contrôle, ça se charge à partir de la petite boule noire et blanche ici en bas. Et on va mettre un layer de contrôle de courbe au-dessus de la base. Et dans le channel bleu, on va augmenter la courbe. Et on peut aller aussi un peu dans la channel verte pour augmenter légèrement pour que ce soit encore un petit peu plus clair. Et si jamais vous trouvez que la présence du concept de base est encore un peu trop présente, vous pouvez aussi baisser l'opacité. D'accord? Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est au fur et à mesure faire passer des choses en dessous de ce layer de contrôle pour chaque fois revenir préciser des formes, etc. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais ce sont des astuces pour pouvoir travailler plus facilement sur... Et donc ici aussi, c'est le même principe, c'est juste au niveau d'une moitié du personnage que je vais travailler. Et là, donc, faut trouver votre idée, trouver quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de voir, que vous avez envie de faire. Et donc, l'important, c'est de bien travailler cette silhouette et bien la rythmer. Évidemment, si vous faites un travail complètement symétrique, c'est beaucoup plus facile que de faire un travail où il y a des ceinturons, etc. en asymétrie. Moi, je vous conseille encore une fois de commencer par tout ce qui est symétrique, et puis si par après vous voulez rajouter des choses qui ne le sont pas, eh bien, libre à vous de les rajouter par-dessus. Donc, oui.
ou vos idées, et puis par après on viendra peaufiner ça. Pas besoin que ce soit extrêmement précis pour commencer. N'oubliez pas, si vous faites un casque, il faut faire aussi ce qu'il y a en dessous du casque, hein. Donc faudra prévoir de lui faire un visage, etc. Et donc là maintenant vous avez votre action pour faire le bidule en miroir. Et vous pouvez cacher votre base pour voir ce que donne votre sketch sans la base qui est en dessous. Oui. Donc là je fais passer la partie supérieure de la tête sous le layer de contrôle pour pouvoir sketcher par exemple la tête sans le...
Là, avec les outils de transformation, on peut aussi sélectionner une partie du sketch et élargir donc CTRL-T pour avoir accès aux outils de transformation. Et alors, autre chose, quand vous voulez déformer... Attendez, je vais d'abord enregistrer ça. Quand vous voulez déformer votre dessin, vous avez plusieurs possibilités. Donc ici, je vais sélectionner avec le lasso le dessin. Je vais faire un CTRL-SHIFT-C, CTRL-V. CTRL-SHIFT-C, c'est un copy-merge. Ça veut dire que ça copie tout ce qui est affiché à l'écran et ça le copie dans le buffer et vous pouvez le coller de manière aplatie. Donc là, ce que j'ai, c'est vraiment la sélection que j'ai copiée dans un layer. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai envie de pouvoir, par exemple, utiliser un calque, utiliser CTRL-C pour modifier le personnage, et donc je peux faire un warp. Et là, j'ai quelques points de contrôle qui me permettent de modifier le personnage. Ça, c'est une première manière de modifier le personnage. L'autre manière, mais ça ne fonctionne que... Enfin, l'autre manière ne fonctionne que avec le copy merge. Donc vous allez dans Edit et vous avez un truc qui s'appelle Puppet Warp. Et le Puppet Warp, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, j'avais un truc sélectionné. Donc, Edit, Puppet Warp. Ah oui, il n'y a pas le maillage, voilà. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée une espèce de maillage par-dessus le personnage. Vous allez pouvoir cliquer sur des zones du maillage pour placer des points d'ancrage. Donc ce sont des zones qui ne vont pas bouger. Ok, vous en créez quelques-uns. Et ensuite, vous en créez là où vous voulez déformer le personnage. Et vous voyez que vous pouvez déformer localement et tester d'autres solutions. Quand vous êtes content, vous cliquez sur Entrée et vous validez la transformation. Donc là, je passe par exemple de ceci à ceci. D'accord? Donc vous pouvez aussi corriger un petit peu vos bidules. Donc là, son casque, je le garde. Donc il repasse au-dessus. Et donc j'ai une version avec et sans le casque. Et c'est toujours sur... Donc si je mets ça en multiply, on voit que c'est toujours sur la silhouette globale du personnage. La suite, c'est d'identifier les éléments à aller chercher sur Internet, toutes les références. Donc par exemple ici, c'est un viking, donc ce sera le thème du perso. Là, je vais aller voir après des casques, des ceinturons, des habits, des gants,
Ici, je vais prendre aussi des corps musclés, peut-être des tatouages, peut-être des bottes et d'autres choses que je pourrais trouver. Quand vous cherchez des références, ben vous allez en prendre peut-être une dizaine par objet. Et au final, vous allez vous retrouver avec 50, 100 images de référence. 100 images de référence, c'est beaucoup trop. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait votre première sélection et votre recherche, après vous allez sélectionner 4 ou 5 images qui vous parlent et vous allez faire votre mood board avec ça. Donc, vous allez choisir, faire des choix, choisir les images qui vous parlent le plus et comme ça, votre direction sera claire. Parce que si vous avez 50 images, à chaque fois aller voir et repérer des trucs, vous allez à la fois perdre du temps, perdre de la direction et avoir moins de cohérence dans votre design, etc. D'accord? Donc essayez dans un premier temps d'en prendre plusieurs et après de sélectionner celles qui seront les plus judicieuses. Dans les paramètres de recherche aussi, dans l'outil de recherche, vous mettez les images grandes. Comme ça, quand vous avez des résultats, vous avez vraiment beaucoup de détails en fait. Une fois que vous avez choisi, enfin que vous avez sélectionné toutes vos références sur le net, eh bien vous allez choisir celle qui vous parle le plus. Et donc vous allez créer une page de 1000 ou de 2000. De toute façon, la taille, on pourra la resizer après. Vous faites votre nouvelle image. Et dedans, vous allez glisser les références que vous souhaitez garder. Ouais. Donc une fois que toutes les images sont
importer. Je clique ici sur Rasterize Layer pour les appliquer, les pixeliser et les importer réellement dans le fichier Photoshop. Et là je peux choisir, donc là c'est au niveau de la silhouette que ça me plaît. Et vous créez votre mood board comme ça en fait. Donc ça vous sauvez en JPEG. C'est aussi une référence que vous avez gardée pour la sculpture. Hein. Ok, donc l'objectif là maintenant, c'est de faire passer le sketch encore une fois en dessous du layer de transformation en teinte bleue. D'accord. Et puis, par-dessus, de continuer à sketcher cette fois avec l'incorporation des différents... Encore une fois, il ne faut pas zoomer trop sur votre personnage quand vous faites le sketch. Et là, on va faire une petite pensée pour Monsieur Damoiseau. Je sais pas si vous avez déjà eu cours avec lui.
On va faire une petite tresse au bout de sa barbe. En fait, c'est Gilles Damoiseau. C'est la barbiche avec la tresse. Donc là, en incorporant les nouveaux designs, j'ai perdu au niveau de la silhouette, le rythme, etc. que j'avais trouvé ici qui était plus intéressant. Donc là, maintenant, je vais réincorporer le rythme dans les nouveaux détails. Oui.
Voilà, donc là on garde la silhouette du premier personnage et on a incorporé les différents éléments du nouveau, des inspirations et des différents éléments des recherches qu'on a faites sur internet. Maintenant il reste le casque à faire, mais ça je ferai ça une autre fois, puisque j'aimerais bien passer maintenant à la dernière partie du cours, c'est-à-dire passer de l'image de face à l'image en perspective. Petit rappel par rapport aux bases de perspective que vous avez vues l'année passée. Qu'est-ce qui va composer les éléments de perspective? C'est la position de la ligne d'horizon et la position des points de fuite, puisque en fonction de la position de la ligne d'horizon par rapport à l'objet et des points de fuite par rapport à l'objet, vous allez avoir des résultats totalement différents et des façons de résoudre les problèmes de perspective liés à votre concept de manière différente. Donc, un personnage ou un objet qui est sur la ligne d'horizon, eh bien, la partie qui se trouve en dessous, la face du dessous sera invisible, et la face du dessus sera invisible. Un objet placé complètement en dessous, on verra la partie du dessus et pas la partie du dessous, et un élément qui est placé au-dessus, on verra la partie du dessous et pas la partie du dessus. Ok? Donc, la position de la ligne d'horizon par rapport à l'objet va influencer sa déformation et ce qu'on va en voir. Deuxième chose qu'on peut observer, c'est que plus on va s'éloigner de la ligne d'horizon, plus on va avoir de la distorsion. D'accord? Dans un sens et dans l'autre. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que toutes les parallèles ensemble dans un même contexte vont se retrouver reliés au même point de fuite dans un sens ou dans un autre. D'accord? Donc ça, ce sont vraiment les bases de la perspective que vous avez vues et revues en première. Maintenant, à quoi ça sert quand on applique ça au personnage? Eh bien ici, on va faire du concept, c'est-à-dire qu'on va parler, on va essayer de communiquer un maximum de choses à la personne qui va recevoir le concept, si c'est quelqu'un d'autre qui produit le concept, ou on va se communiquer à soi un maximum d'informations pour pouvoir produire la ressource. Quand on est debout face à quelqu'un et qu'on le regarde, eh bien, nos yeux sont à hauteur de ses yeux. Nos yeux, c'est l'endroit où se trouve la ligne d'horizon. Donc si on regarde quelqu'un en face de nous qui est debout, la ligne d'horizon est à hauteur de ses yeux. C'est pour ça que on va placer la ligne d'horizon à hauteur des yeux du personnage. Si on place la ligne d'horizon en dessous du personnage, ça veut dire que eh bien, notre regard est plus bas, et ça veut dire que le personnage a l'air plus important. Et là, on tombe dans la représentation imposante du personnage, et là, on est plus dans une composition de type narrative, où on donne un sentiment, etc. Ici, c'est pas le cas, on ne doit pas trop déformer le personnage, on veut juste qu'il soit bien vu sous tous les angles, et qu'on puisse bien appréhender les volumes, donc on ne va pas commencer à faire des plongées ou des contre-plongées, donc on laisse la ligne d'horizon à hauteur des yeux. Dans le cas de gauche, ici, les points de fuite sont proches l'un de l'autre et sont proches du modèle. Ça veut dire que la déformation des parallèles va être assez marquée. Et là, on voit que si la ligne des yeux se trouve sur la ligne d'horizon, les yeux sont horizontaux, sur une horizontale. On commence une légère déformation au niveau du menton, au niveau des épaules, et plus on va descendre, les points ici qui sont à la base de la cage thoracique, on voit que ça commence à pencher, la ceinture aussi, les hanches, les os iliaques, les genoux,
et jusqu'aux chevilles et au bout des pieds, où là, on est vraiment sur une pente assez marquée. C'est ce genre de choix-là, donc de position à la ligne d'horizon et de registre de points de fluide sur cette ligne d'horizon, qui vont vous permettre de résoudre les problèmes. Une autre manière de résoudre les problèmes ici, c'est d'avoir des points de fuite qui sont infiniment écartés l'un de l'autre, ce qui fait qu'il n'y a jamais de déformation. Et là, on voit que les yeux sont sur une horizontale, les épaules aussi, la base de la cage thoracique aussi, les hanches, les genoux, les chevilles et la base des pieds aussi. Il n'y a pas... Bon, en concept, on peut utiliser l'un ou l'autre. Maintenant, le fait de rapprocher les points de fuite, ben, ça permet d'avoir une notion de volume qui est un petit peu plus marquée. Donc on comprend mieux un peu les volumes quand on marque plus la perspective. Mais il n'empêche que ça reste tout aussi valide et descriptif. Donc ça, c'est vous qui allez choisir le type de référence que vous voulez. Et qu'est-ce que je veux souligner, en fait, c'est qu'une fois que vous commencez... Où est-ce que j'ai ça? J'ai pas ça dans les slides, j'ai ça sur... Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on voit ce que je viens d'expliquer de manière schématique, où là, on a le personnage en perspective avec la distorsion. Là, on a le personnage avec les points de fuite qui sont infiniment séparés, où tout est horizontal. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, on commence avec un personnage avec un décalage au niveau des éléments, et puis on revient avec quelque chose de tout à fait horizontal au niveau des pieds, de la solution des pieds et du bas du personnage. C'est une erreur qui arrive fréquemment. C'est-à-dire que on part avec un référentiel en perspective et puis on ne sait plus trop quoi faire au niveau des hanches, des genoux, des pieds, et alors on redresse tout et ça devient bancal. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a juste deux résolutions différentes des problèmes, deux référentiels de perspectives différents, et donc pas de cohérence. Donc là, ce qu'il faut juste faire, c'est que vous soyez cohérent. Si vous commencez en perspective, vous terminez en perspective. Si vous commencez avec des points de fuite espacés de manière infinie, ben vous restez comme ça jusqu'en bas. D'accord? Donc soyez conscient de ce que vous faites comme choix de dessin. Comment est-ce qu'on va appliquer ça à notre personnage? Eh bien, on garde le concept du personnage, on affiche la base, d'accord? Et la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est traduire. Donc, je fais un nouveau document de 1000 x 1000. Et sur un nouveau layer, toujours avec mon crayon, je vais placer la ligne d'horizon. Et je vais traduire en perspective l'image de face du mannequin. Donc je place la ligne d'horizon au niveau des yeux. Et on va placer les différents volumes en respectant les proportions du mannequin de base. Et moi je choisis ici de commencer légèrement à déformer l'axe ici au niveau des épaules. Et on va faire un système de volume simple qui sont constitués de cubes, de cylindres, de sphères, etc. Et donc là, c'est toujours avoir ces points de référence qui sont parallèles entre eux et les décaler au fur et à mesure
qu'on va vers le bas. Maintenant, on n'est pas obligé de faire la typose non plus en perspective. Si vous voulez le mettre dans une certaine position, vous pouvez aussi. Hein. Évidemment, le but c'est de montrer un maximum du personnage, donc on ne va pas le mettre dans une position où les membres viennent cacher certaines choses. On fait quelque chose de bien démonstratif au niveau des formes et des éléments. Et donc ici, si les hanches sont désaxées, on a aussi la perspective ici au niveau des genoux et au niveau des chevilles et donc aussi au niveau des bouts des pieds. Celui-là, on le voit quasiment de face. Ok, et ça c'est le mannequin de base qui est positionné en perspective. Alors là, je vois que les jambes sont un peu trop longues, donc il y a moyen de raccourcir les jambes pour que ça colle un petit peu plus aux proportions du personnage. Je vois aussi qu'il y a moyen de assouplir un peu la silhouette. Donc ça c'est toujours le CTRL T qui permet de faire ces corrections là. Et alors pour valider le personnage en perspective, ce qu'on va faire aussi, c'est non plus flipper le calque, mais flipper toute l'image horizontalement. Donc là, je vais faire encore une nouvelle action. Donc j'enregistre à nouveau l'action. Et là, c'est image. Donc, image rotation, flip canvas horizontal. Et là, ça me permet d'avoir un regard nouveau sur l'image et de pouvoir mieux voir les erreurs de perspective. Donc ça, j'appelle flip image horiz. Et chez moi, ce sera F5. Ce qui fait que quand je pousse sur F5, maintenant, c'est toute l'image qui est flippée. Et ici aussi, je peux utiliser le CTRL-SHIFT-C et CTRL-V et utiliser le Edit Puppet Warp Edit, où est-ce qu'il est? Puppet Warp, voilà, pour venir modifier un petit peu les choses qui pourraient être un petit peu tordues. Ok. Et là, en faisant F5, je peux retrouver la position de base. Et là, j'ai quelque chose qui est cohérent dans les deux sens. Donc, le fait de flipper l'image, ça permet de passer dans les deux sens, être sûr que dans les deux sens, ça se passe bien. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, on réutilise le layer de contrôle au-dessus de notre sketch.
Et là, c'est parti pour l'habillage de la... Donc ici, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on fait l'habillage du... Quand on fait l'habillage du mannequin, eh bien, on va faire attention à deux choses. La première chose, c'est de respecter la ligne centrale de chaque volume simple pour plaquer les différents détails que l'on va retrouver ici. Par exemple, la barbe, en fait, eh bien, elle va se trouver ici sur la ligne du milieu. D'accord? Donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention, c'est de bien placer les aimants du milieu sur la ligne centrale de chaque volume simple. Et la deuxième chose, eh bien, c'est de suivre les courbes de ces volumes simples pour placer les différents éléments en fonction de la distorsion. Et n'oubliez pas que plus on va vers le bas, plus il y a des distorsions. Ici, le dessus du pied, c'est quasiment, il est quasiment vu du dessus. D'accord? Et c'est cette distorsion-là qui va permettre de garantir que le personnage a l'air d'être bien mis en volume. Et donc là, réfléchissez à l'orientation des volumes simples pour pouvoir bien comprendre comment se passe l'habillage de votre mannequin. D'accord? Donc lui, il a une ligne des yeux qui est plus basse, un nez qui est fort marqué. Oui. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus facile donc avec les guides de remplir le gabarit Alors, on est toujours au niveau du sketch, hein, donc il n'y a pas besoin de rajouter trop de détails euh, pour commencer. Alors, faut pas être trop nerveux quand on utilise Photoshop parce que il a tendance à vite faire des doubles traits, je sais pas pourquoi. On verra bien, c'est peut-être des drivers.
Ok. Et là, vous avez votre gabarit pour faire votre mise au- votre mise au net, donc faire avancer votre sketch et puis faire votre mise au net. Donc l'objectif, c'est d'arriver avec ce genre de croquis au début du cours prochain pour finaliser le sketch et faire la mise au net. Maintenant, il y a toujours moyen avec le Puppet Master Puppet Wrap. De modifier légèrement la silhouette.